Alors, on a un fil cylindrique infini de rayon R. C'est-à-dire, de rayon fini, il faut en tenir compte du rayon. Donc, voilà, je dessine le fil. Les pointillés, ça veut juste dire que ça part à l'infini. Voilà. Et l'ensemble est parcouru par un courant uniforme. C'est-à-dire que la densité volumique de courant est la même partout. Je devrais dire la densité volumique de courant est uniforme. C'est la même partout. Voilà. Un certain courant volumique J. Alors la relation entre I et J, c'est simple. Dans ce cas-là, puisque toutes les lignes de courant sont orientées dans le même sens, dans le sens du fil, hein, vous avez simplement J fois S égale I. J même donc en tout point. Vous pouvez répéter pour J fois S? Pardon? Vous pouvez répéter pour J fois S? J, c'est la densité volumique de courant. Je ne sais pas si on va en avoir besoin dans cet exercice, mais c'est juste pour vous dire, parce que ça veut dire que le courant, la répartition du courant est uniforme ou homogène. Hein, c'est que le courant volumique est le même en tout point. Qu'est-ce que c'est que le courant volumique? La relation entre le courant volumique et la densité, c'est simplement J fois la section, c'est-à-dire l'air. Hein. La section, c'est quoi? Couper le fil perpendiculairement à son axe de symétrie de révolution. Et vous observez une tranche qui est un disque d'air S. Voilà. J fois S, c'est l'intensité. C'est le nombre de charges qui passe par seconde, c'est le nombre de coulombs qui passe par seconde à travers une section. Bon, alors, comme d'habitude, comme en électrostatique, il faut commencer dans cet exercice par raisonner sur les symétries. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme... déjà, est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui est le plus pratique? Utiliser des plans de symétrie ou d'antisymétrie? Symétrie pour le champ magnétique, antisymétrie pour le champ électrostatique. Voilà. Donc ici, il faudrait mieux trouver des plans de symétrie. Est-ce que vous voyez, si vous voulez calculer le champ magnétique en un point, on va appeler P, d'accord. Voilà, un point P qui est ici. Mettons, allez, je vais commencer par mettre, On peut mettre un je vais le mettre à l'extérieur pour l'instant, le point P. Ce sera peut-être un petit peu plus simple au début. Voilà, on a un point P à l'extérieur, il a une distance petit r de l'axe de symétrie de révolution. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des symétries? Qu'est-ce qu'il y a comme plan de symétrie passant par le point P? Le plan qui est perpendiculaire au fil. Alors, un plan perpendiculaire au fil passant par le point P, est-ce que c'est un plan de symétrie ça? Ah non, c'est pas un plan de symétrie, c'est un plan antisymétrique. C'est un plan d'antisymétrie. Par contre, Il y a un plan du tableau. le plan du tableau, un plan de symétrie. Point P appartient au tableau. Je dessine l'axe de symétrie rouge là dans le plan du tableau. Bon, le plan du tableau est un plan de symétrie. Donc, symétrie. Donc, plan du tableau. Le plan du tableau est un plan de symétrie, donc B est perpendiculaire à ce plan. B perpendiculaire au plan, ça veut dire que, en utilisant une notation habituelle, je vous rappelle, à partir d'un point P, comme ça, en général, on va noter UR, un vecteur unitaire radial, et Uθ, un vecteur qui serait perpendiculaire à ce vecteur UR. Alors, a priori, on a le choix pour le sens, hein, vers le fond ou vers nous. Bon, ce qui va être le plus pratique, c'est de l'orienter vers le fond, parce que, en raisonnant un petit peu sur le produit vectoriel, on ne va pas tarder à voir que le champ magnétique, il va partir vers le fond, dans ce cas-là. Hein, donc je le mets, Uθ. Alors, maintenant, les invariances, qu'est-ce que ça permet de dire? Ici, je complète quand même B égale un certain B fois vecteur Uθ, unitaire orthoradial. Les invariances. L'invariance par quel genre de transformation?
question sur l'axe. Donc on va appeler ça l'axe Z, hein, ça évite de faire des grandes phrases. Par translation, Z, et aussi Par rotation du fusil. voilà, autour de Z. L'UTETA, c'est ce qui rentre dans le tableau. Voilà, on part vers le fond. Bon, donc finalement, on a un champ magnétique qui dépend ni de Z, ni de l'angle de rotation autour de Z, donc il ne peut dépendre que de R. Hein, il y a encore de cylindrique, évidemment, puisque le fil est cylindrique. Donc, le champ magnétique ne dépend que de R, et puis il est orienté suivant l'UTETA. Alors, d'où ça va? Ça marche toujours. Non, théorème d'Ampère. Et quand on a des symétries, on a intérêt à utiliser le théorème d'Ampère. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour le théorème d'Ampère, il faut trouver une ligne, un contour, sur lequel il va être facile de calculer la circulation du champ magnétique. Donc, comment est-ce qu'on choisit cette ligne? On se débrouille pour que cette ligne passe par le point en question, là on peut calculer le champ magnétique, et on se débrouille pour que le champ magnétique soit tangent à cette ligne, et si possible, qu'il ait toujours la même norme. Bon, on fait le cercle de centre Z et de rayon. Voilà, un cercle dont l'axe de symétrie de révolution est l'axe Z, et passant par le point P. Donc là, on va représenter le profil, ce cercle, ça va donner évidemment un segment sur le schéma. Vous voyez aussi? Donc, je dessine un cercle de rayon petit r. En 2D, là, en espèce de boucle. On voit deux profils avec le fil, hein, qu'on voit coupé en deux, en fait, parce que j'ai dessiné même l'axe de symétrie de révolution. Et on voit le cercle, c'est un cercle horizontal, c'est voilà. Ce cercle, ça va être un contour sur lequel on va appliquer le théorème d'Ampère. Donc, que dit le théorème d'Ampère? Le théorème d'Ampère, il dit que c'est Z égal à mu0 lien I2. Alors attention, ici il n'y a pas de I2, hein, et je ne vais pas y dire non plus, c'est I tout simplement. Alors tout ça, vous dites tout ça, c'est quoi? C'est mu0 I. Mu0, I, oui, mais c'est B égal fois à dl. B. Alors attention, c'est pas juste B fois dl, c'est l'intégrale de B scalaire dl, c'est-à-dire la circulation du champ magnétique le long de tout contour. Donc, je l'écris de manière générale. Intégrale de B scalaire dl égale mu0 I. Bon, quand on fait ça, il faut faire attention au sens respectif de parcours sur le contour par rapport à l'intensité du courant. Donc, si on dessine ça un petit peu de profil, si vous voulez, pour mieux voir de quoi il s'agit. Voilà, j'ai mon point de sinistre qui est derrière, qui est au fond, et en trait plein, ce qui est devant. Et vous avez donc le fil cylindrique à l'intérieur. Voilà. Donc le fil cylindrique, on fait parcourir par un courant I, et mettons qu'on intègre dans ce sens-là. Et que la circulation dans ce sens-là. Est-ce que le courant I doit être compté positivement dans ce cas-là ou négativement? Dans ce cas-là, il est compté positivement. Voilà. Règle du tire-bouchon, il est compté positivement. Puisqu'on avance en tournant dans ce sens-là. Bon, c'est bien sûr pour ça que j'ai orienté le vecteur Uθ vers le fond, c'est parce que je voudrais avoir une composante positive du champ magnétique selon Uθ. Alors, On pourrait faire l'inverse. j'aurais pu orienter, j'aurais pu faire une intégration dans l'autre sens. Vous auriez eu une valeur négative. Voilà, j'aurais obtenu une valeur négative. Donc j'aurais obtenu une composante suivant Uθ qui serait négative. Alors, le champ magnétique étant
de normes constantes le long du contour. Intégrale de BDL, ça fait quoi? Ben, on sort le B. On peut sortir le B. En plus, bon, c'est tangent, hein, donc ça se transforme en multiplication. Hein, donc on sort le B et il reste intégrale de DL le long du cercle, du contour, ça fait Monsieur de Pierre. de pierre. D'accord. Donc on a directement, ça ressemble à ce qu'on avait vu, 2 fois 2 pierre égale 0 I. Donc là, on a un résultat tout simple, tout se passe comme si on avait juste un petit fil infiniment fin. On a donc B est égal à mu 0 I sur 2 pi. Voilà. Si je voulais écrire vectoriellement, j'ai fait fois uθ. Alors attention, ça c'est vrai parce que j'ai pris un point P à l'extérieur du fil. Donc ça c'est pour R supérieur au rayon du fil lui-même. Bon alors maintenant, on prend un point, je vais changer de nom, je vais prendre un point M à l'intérieur du fil. On a le droit de calculer le champ magnétique aussi à l'intérieur. Plus compliqué. Un tout petit peu plus compliqué, effectivement. Donc c'est analogue à ce qu'on a fait avec le théorème de Gauss, quand on avait par exemple une sphère uniformément chargée, une boule uniformément chargée en volume, on pouvait calculer le champ magnétique à l'extérieur, on s'apercevait que tout se passait comme si on avait une seule charge au centre de la boule. Là on est en train de voir qu'à l'extérieur, tout se passe comme si on avait un fil infiniment fin sur l'axe Z. Vous voyez, c'est la même formule. Bon, alors maintenant, comme on l'a fait en électrostatique, on peut rentrer dans l'élément de volume qui est soit chargé, soit qui contient un certain courant volumique, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc on considère donc M à l'intérieur du fil. Qu'est-ce qu'on va prendre comme contour? Est-ce qu'il y a raison de changer? Bah, il faut réduire le rayon du cercle. Voilà, on met toujours un cercle, hein, orienté de la même façon. Donc, on ne change pas une méthode qui marche. Hein. Donc, je vais appeler C', le contour. Donc, pour M appartenant au fil, c'est-à-dire à une distance inférieure à grand M. Donc, le contour, il est lui-même, le contour devient C', il est à l'intérieur du fil. Okay. Qu'est-ce que ça change dans ce qu'on a écrit? Ça change qu'il n'y aura pas tout. Il y a une partie de l'intensité qui doit pas être prise en compte. Voilà. Donc dans le théorème d'Ampère, si vous voulez, l'expression de gauche, elle ne change pas. Ça va rester B multiplié par 2 pierres. Simplement, c'est le I qui va changer. On peut l'appeler I', mettons. Bah, c'est plus le même R, c'est le R. C'est J moins la. Et l'expression littérale, elle reste la même de ce côté-là. C'est plus le même R, d'accord, mais ça doit donner la même expression. Par contre, le courant I dont il faut tenir compte, c'est le courant qui est enlacé par ce petit contour C'. Donc c'est pas tout le courant I qui passe dans le fil. C'est J fois pi r carré. Et de R, ça va être R. Voilà. Si vous voulez préciser, il faut absolument vous dire de quel R vous parlez, parce qu'il y a un petit R et un grand R. Grand R, c'est le rayon. Oui, il y a 2 petits R. Okay. Alors, si vous voulez, j'appelle même R'. Ça, on aura tout bien distinct. Donc, le théorème d'Ampère. Et donc, ok, j'appelle ça R'. Le théorème d'Ampère. Il va s'écrire B fois 2pi R' est égal à mu0 fois, on peut l'appeler I' si on veut. Alors I', c'est quoi? C'est le courant qui est enlacé, qui est entouré, si on veut, par le contour. Contour que j'ai appelé C'. Alors, est-ce que vous pourriez donner une expression de I' en fonction de I, de petit r' et de grand R? Oui, il suffit de combler la surface par 2 pi r carré. Alors pi r carré, il peut 2. J est égal à pi r carré I.
Alors non, c'est l'inverse, c'est I qui est égal à J fois une surface. Hein. Oui. Le courant, c'est homogène. J reste constant, hein, on est d'accord. Et donc après, bah, il est tout. Alors oui, mais c'est tout. Mais qu'est-ce que ça vaut en fonction de que vaut I'? C'est la question. Je vous laisse y réfléchir 30 secondes. Que vaut I' en fonction de R', grand R et grand I? Il est égal à I sur pi r carré, pi. D'accord. Alors je commence comme ça, puis après je l'explique autrement. Donc effectivement, une façon de le faire, c'est de dire que le courant total, hein, puisque la répartition courant est uniforme, la densité volumique du courant est uniforme. Le courant total, c'est quoi? C'est densité volumique du courant multipliée par la section du fil, pi grand R au carré. Donc on a l'expression de J, densité volumique du courant uniforme, qui est partout la même dans le fil. Donc c'est grand I sur pi grand R carré. Ensuite, on dit que I', qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de la même façon, c'est J multiplié par la section, par l'air en fait, correspondant à ce petit contour C'. Et l'air que contient le petit contour C', c'est pi fois petit R' au carré. Voilà, c'est le même J, puisque J est uniforme, il est partout la même valeur. Donc, ça nous fait J, ça nous fait directement I' est égal à cette quantité-là multipliée par pi R' carré. Donc ça fait I fois pi R' carré sur pi grand R carré, donc c'est I fois R' sur grand R au carré, après simplification. Ça va? C'est ça que j'avais fait. Alors on peut le dire plus simplement aussi, on peut dire que le courant étant uniforme, le courant qui est enlacé par le petit contour C', c'est juste une certaine proportion du courant total. Quelle est cette proportion? Il suffit de faire le rapport des surfaces. Si, par exemple, si la surface qui est enlacée par ce petit contour C', c'est 50% de la section totale du fil, eh ben, le courant enlacé, c'est 50% du courant total. Donc, il suffit de multiplier le courant total par le rapport des surfaces. Voilà, on aboutit directement par ce raisonnement à cette formule-là. Et comme les surfaces, les aires sont toujours proportionnelles au carré du rayon, c'est proportionnel au rapport des carrés. Les airs sont proportionnels. Les aires des disques sont proportionnelles au carré des rayons. Oui, vous l'avez dit, c'est logique, mais je n'y avais pensé. Voilà, donc on a I', donc on peut appliquer le théorème d'Ampère. Et on a écrit donc. Allez-y, trouvez maintenant l'expression du champ magnétique au point M. Bon, alors représentation graphique de la norme du champ magnétique en fonction de l'éloignement par rapport à l'axe du fil. Donc il y a deux formules, puisqu'il y a une formule qui est valable pour une distance inférieure à grand R à l'intérieur du fil, puis une autre formule à l'extérieur du fil. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette formule ici? Bon, R' c'est une variable muette, hein, ça peut s'appeler R aussi si on veut. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette première formule? C'est que le champ magnétique, en fait, il grandit linéairement jusqu'à grand R. Okay. Il est nul au centre, en fait, le champ magnétique, et il grandit jusqu'à grand R. Alors la valeur maximale, facile à obtenir, c'est, on fait dans cette formule, R' égale grand R, on obtient U0I sur 2pi grand R. C'est la valeur maximale du champ magnétique. Et puis ensuite, on a vu qu'il décroissait à l'extérieur en 1 sur R, donc la fonction sur R, une hyperbole, une branche d'hyperbole. Ça va ressembler à ça. C'est l'infini, bien sûr, jusqu'à 0 à l'infini. Alors on peut vérifier qu'on obtient bien quelque chose de continu, parce que tout à l'heure,
l'expression correspondante, c'était B de R égale mu0i sur 2πr. Donc quand vous remplacez petit r dans cette expression, vous remplacez petit r par grand R. Ça fait mu0i sur 2π grand R. Quand vous remplacez dans cette expression R' par grand R, ça fait aussi mu0i sur 2π grand R. Donc on voit bien, avec ce calcul, que le champ magnétique il est continu pour cette distribution volumique de courant. Dès qu'on a une distribution volumique de courant, le champ magnétique est forcément continu. De même pour le champ électrique, hein, quand on avait une distribution volumique de charge, ben, le champ électrique était aussi continu. Voilà, ça permet de vérifier le calcul. Et puis ben, pour l'orientation, le champ magnétique il est partout, dans tout l'espace, il est orthoradial. Ça va, ça veut dire orthoradial. Ça perpendiculaire au rayon. Vous pouvez juste répéter ce que vous avez dit là pour qu'on remplace là pour vérifier. Ben, ce que je disais là, c'est que ici, cette expression là, c'est l'expression valable dans cette zone là. Et ça, c'est l'expression que je rappelle à l'extérieur du fil, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ce que j'ai vérifié, c'est que ici, on a bien une continuité. La valeur du champ magnétique ne saute pas quand on sort du fil. Et ça doit toujours être le cas. Si vous avez une distribution volumique de courant, ça doit être toujours là. Le champ magnétique doit être continu. Comme le champ électromagnétique. Comme le champ électrique pour une distribution volumique de charge. Par contre, si vous avez des distributions, je sais pas, une distribution linéique de charge ou une distribution linéique de courant, bah, le champ magnétique il saute localement. En fait, ils sont en traverse le fil. Mais ça n'a aucune réalité physique. La réalité physique, c'est toujours une distribution volumique. Bah, tout est continu dans la réalité. Donc il faut toujours montrer des symétries. Donc en fait, c'est toujours des exercices à symétrie cylindrique ou sphérique si on veut. Mais, après, ce qu'on peut faire comme sphérique, mais après vous pouvez mettre un cylindre dans un cylindre. Voilà, ce qu'on peut faire comme variable, c'est au lieu de mettre un seul fil, on peut en mettre deux, on peut prendre un fil troué, ce qu'on va faire d'ailleurs, il y a une exercice sur un câble coaxial. Bah oui, c'est-à-dire que vous avez un premier fil et puis oui, bah, un câble coaxial. Ah c'est ça, un câble coaxial, c'est comme ça, oui, ça marche. Bon, donc voilà, c'est une combinaison de. C'est le principe de superposition. Hein, le champ magnétique créé par l'ensemble de deux fils, c'est la somme des champs magnétiques créés par chacun. Voilà. C'est tout bête. Alors, maintenant, calculons le potentiel vecteur de TA en tout point de l'espace. Donc je vous rappelle, autant en électrostatique, on avait écrit E dérive d'un potentiel électrique E égale moins gradient de V. En magnétostatique, on peut écrire que B dérive d'un potentiel vecteur de TA avec la formule B égale rotationnelle de A. Alors, ça c'est la formule locale, hein, B égale rotationnelle de A. La formule intégrale qui correspond à ça, c'est si j'intègre sur un contour quelconque, la circulation, si je calcule la circulation du vecteur A le long d'un contour quelconque, j'obtiens, contour fermé, j'obtiens cette expression, intégrale de A scalaire df. Et à quoi est-ce que c'est égal ça? C'est égal au flux, on va faire un phi, c'est égal au flux du champ magnétique à travers toute surface qui s'appuie sur ce contour. Et alors, comme d'habitude, il faut faire attention avec le champ magnétique au sens positif du champ magnétique. Hein. Par exemple, ici, si je considère que cette surface, c'est la surface plane qui est dans le plan du tableau, eh bien, le flux du champ magnétique, le sens positif du champ magnétique, ce sera, dans cette configuration-là, ce sera un champ magnétique qui pointe vers nous. Ça, c'est toujours la règle du tire-bouchon. Voilà, donc, pour calculer le potentiel vecteur, des fois on peut se servir de la relation locale, des fois on va se servir de cette relation intégrale. Là, dans cet exercice, c'est plus simple, je pense, de se servir de la relation intégrale. Alors, la première chose à faire, comme pour le champ magnétique,
c'est de se demander quelle est l'orientation en tout point de l'espace du potentiel vecteur A. Donc on va commencer à calculer à l'intérieur du fil. Pourquoi? Parce que j'impose dans l'exercice, j'impose un potentiel vecteur nul au centre. Donc on va démarrer proche de l'axe Z. Donc on calcule déjà la valeur du potentiel vecteur au point M que j'ai représenté à l'intérieur du fil. Donc pour ça, comme dans le champ magnétique, je disais, il faut commencer par les symétries. Alors regardez ce que j'ai dit sur les symétries des vecteurs B et A. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'orientation du vecteur A? Alors, les symétries, l'utilisation des symétries, il faut partir de la distribution de courant. Donc regardez ce que j'ai dit à la fin du cours sur le lien entre l'orientation des courants et l'orientation des champs A et B. Donc, étude des symétries. Qu'est-ce qu'il y a comme plan d'antisymétrie dans ce cas-là? Un plan d'antisymétrie qui passe par le point M, qui nous intéresse. Il passe par le point M. On va calculer le potentiel vecteur ici. Le plan perpendiculaire au tableau qui passe par M. Voilà, le plan qui contient le contour C' qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est un plan d'antisymétrie. Donc, en fait, c'est le plus simple de les faire dès le début, de faire les symétries. Ah oui, il faut penser au début de symétrie et d'invariance. Au début, on avait symétrie invariance. On n'a pas fait les antisymétries, on en a déjà fait un peu. Plan d'antisymétrie. Quand on a trouvé un plan d'antisymétrie, on a trouvé un plan d'antisymétrie qui passe par le point M. Qu'est-ce que je peux dire de l'orientation du vecteur A en un point qui appartient au plan d'antisymétrie? Qu'est-ce que j'ai dit dans le cours? Il s'écarte en fait de l'axe de symétrie. Alors précisément, mais il est parallèle à l'axe Z. exactement, il est parallèle à l'axe Z. Pourquoi? Parce qu'il doit être perpendiculaire. C'est ça que j'attendais. Le champ vecteur A est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. J'ai expliqué à la fin du cours que quand vous trouvez un plan d'antisymétrie, vous pouvez dire que en tout point de ce plan d'antisymétrie, le champ magnétique appartient au plan et le potentiel vecteur est perpendiculaire à ce plan. Voilà. Et donc c'est ça qu'on applique. On a un plan d'antisymétrie qui passe par le point M qui nous intéresse. En ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Le champ magnétique appartient à ce plan. Bon, ça ne nous intéresse pas, on l'a déjà fait. Et le potentiel vecteur A est perpendiculaire à ce plan. Oui. Donc s'il est perpendiculaire à ce plan... Dans deux perpendiculaires, il peut être dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, le sens, je ne connais pas, mais la direction, je la connais. Donc c'est la direction verticale. On ne sait jamais à l'avance dans quel sens ça va se passer, parce que bon, finalement ça dépend de la valeur, même la valeur algébrique J, je dis J ou I, mais I pour être négatif à la limite. Hein. Donc on ne s'intéresse jamais au sens, mais à la direction. Donc on a A qui est vertical, qui est parallèle, ou anti-parallèle si on veut, à Z. Donc à partir de là, l'idée, c'est d'exploiter cette formule-là. Donc il faut trouver un nouveau contour qui va nous permettre d'utiliser cette formule-là. Pour ça, il serait pratique, comme quand on utilise le théorème d'Ampère, il serait pratique de trouver un contour sur lequel A a toujours la même valeur, toujours la même norme. Alors il faut que je complète un petit peu les symétries par une invariance. De quoi dépend le vecteur A? Ou de quoi ça ne dépend pas? On a dit tout à l'heure que la distribution de courant, elle est invariante par rotation et translation. Voilà, ça ne change pas. La distribution de courant, elle reste invariante par translation le long de l'axe Z, elle reste invariante par rotation autour de Z. Donc c'est exactement le même résultat que pour B, je ne vais pas tout réécrire. Comme pour B, le champ vecteur A, le potentiel vecteur, ne peut dépendre que de R. Donc, en combinant les deux, je peux dire A, une certaine fonction de R multipliée par UZ. Voilà. Alors,
je veux calculer une intégrale comme ça. Je sais que A est toujours vertical partout. Ce qu'on a dit là, c'est vrai partout dans l'espace. A, il est toujours vertical. Et il faut que j'arrive à calculer une intégrale comme ça. Donc je vous ai dit, pour que ce soit simple, il faut que le contour soit toujours parallèle à A. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un contour qui soit orienté à la verticale. Bon, si c'est un contour fermé, il faut bien qu'il y ait aussi des branches qui ne soient pas verticales. Sinon, ça serait juste un fil. Mais il y a un autre cas où c'est facile de calculer un produit scalaire, c'est quand le produit scalaire est nul. Donc le contour, on va choisir avec 2 branches verticales et 2 branches horizontales. Parce que sur les branches horizontales, le produit scalaire il sera nul, et sur les branches verticales, ça sera juste un produit, tout simple. Donc finalement, voilà le contour qu'on va utiliser. On va tracer un petit rectangle qui passe bien sûr par le point M et qui va passer par ce point-là. Pourquoi je le fais passer par ce point-là? Parce que ici, je sais que vaut le potentiel vecteur. Par convention, dans l'exercice, on l'a posé égal à 0. Donc voilà l'intérêt de faire un contour comme ça. Donc j'ai mis un petit rectangle, je le dessine comme ça, de hauteur absolument quelconque. Du coup, c'est un cylindre. Non, c'est un contour, un contour, c'est une seule dimension. On va faire l'intégrale le long certains, vous pouvez imaginer, des sortes de fils dans l'espace. C'est pas un cylindre, c'est une ligne dans l'espace, à une seule dimension. Voilà. Et donc on va intégrer, on va calculer la circulation, exprimer la circulation de ce vecteur A le long de ce contour. Alors ce contour, je vais l'appeler, j'ai déjà un C', je vais l'appeler C secondes, en bleu. Alors le vecteur A, je vais effacer le contour d'ampère qui était en jaune tout à l'heure. Le vecteur A, je viens de dire qu'il est toujours vertical. Donc partout, je le dessine ici, mais on aura son expression générale tout à l'heure, mais partout il est vertical. Donc je peux le dessiner là si on veut, je ne connais pas encore sa norme. Donc ce qui est en jaune, c'est le vecteur A. Bon, je sais qu'il est nul sur cette partie centrale, par convention, et partout les verticales. Donc, on voit bien que sur les deux segments, le segment horizontal du haut et le segment horizontal du bas, le produit scalaire A scalaire dl est nul. Donc je reprends la formule. Je veux intégrer, je vais calculer la circulation. Oui, alors moi j'ai renoté R parce qu'il n'y a pas de raison, si on a fini le calcul précédent, il n'y a pas de raison de confondre. Donc je vais calculer la circulation de A le long de ce contour que j'ai appelé C', C secondes. Alors je vais mettre des noms, mettons. Je vais introduire des petites lettres pour qu'on se repère bien. Alpha, bêta, vous connaissez la suite? Gamma, delta, voilà. epsilon. Bon, donc cette circulation, je la décompose explicitement en 4. Je vais dire, quels sont les termes qui sont nuls dans ces 4 intégrales? Quand c'est perpendiculaire. Oui, donc quelles intégrales sont nuls? Par exemple, est-ce que celle-là, on peut en dire oui. Nul. entre alpha et bêta, Nul. A est vertical, alpha bêta la limite horizontale, donc ça c'est 0 à chaque fois. Donc intégrale nulle. Pour la même raison qu'il y a l'autre intégrale qui est nulle. Delta et gamma. Gamma delta. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intégrale entre delta et alpha? Ah non, celle-là elle est nulle aussi parce que c'est sur l'axe de symétrie. Exactement. Sur l'axe de symétrie, on a posé, c'est une convention, on a posé A égale à 0. Vecteur nul. Donc cette intégrale elle est nulle aussi. Donc finalement la seule contribution non nulle, la seule contribution non nulle, c'est la contribution entre bêta et gamma. Alors mettons que ce soit un petit rectangle de hauteur arbitraire, je vais l'appeler petit h, la hauteur de ce rectangle. Entre bêta et gamma,
on a un potentiel vecteur A qui est collinéaire au vecteur déplacement dl le long du segment bêta gamma. Tout ça c'est vertical. Donc cette intégrale elle se réduit à un simple produit. Donc c'est l'intégrale entre bêta et gamma de A fois dl. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une intégrale comme ça? Alors, moi j'ai pris un point M qui a l'air d'être à peu près au milieu du rectangle, mais ça peu importe, on aurait pu le placer n'importe où. Par contre, effectivement, A, à cause des invariances, A ne dépend que de R. Donc il a la même norme et la même direction partout le long de tout le segment. Donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc ça nous fait A. Bon, ce A il dépend de R, hein, c'est marqué au tableau. On peut le rappeler de temps en temps, c'est A de R, multiplié par l'intégrale de dl entre bêta et gamma. Ça s'appelle comment d'après les notations que j'ai introduites? Voilà, c'est H. Intégrale des petits éléments de longueur dl entre bêta et gamma. Ça s'appelle la hauteur H. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Je vous ai rappelé que la circulation du vecteur potentiel A autour d'un contour fermé, c'est égal au flux du champ magnétique à travers ce contour. Donc, ça, je le réécris ici, c'est égal à l'intégrale de B square ds. Alors attention à un truc, comment faut-il compter B? Comment faut-il orienter B pour qu'il soit positif? Regardez comment on a intégré. On a intégré dans ce sens-là, alpha, bêta, gamma, delta. Le champ magnétique, on va compter positivement dans l'expression du flux. Est-ce qu'il doit être orienté vers nous ou vers le fond du tableau? Vous voyez, on a un petit élément de surface rectangulaire, hein, et on va exprimer le flux du champ magnétique à travers cet élément de surface. Ma question c'est, est-ce que, compte tenu de cette orientation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le contour, voilà, il faut compter positivement le champ magnétique quand il est orienté vers nous. Il faut avoir ça en tête. Alors, cette expression-là, ben, on peut la calculer parce que le vecteur surface, il est perpendiculaire. Hein, si on prend, regardez la surface achevée, c'est une surface qui appartient au plan du tableau. Le vecteur surface, il pointe vers nous. Et puis le vecteur B, ben, on a son expression qui est marquée au-dessus. Hein, donc là, on est dans le cas où la distance à l'axe est inférieure au rayon du fil. Donc on doit récupérer cette expression-là. Ici, je m'aperçois que quand j'ai recopié, j'ai oublié de rajouter le vecteur θ, celui qui pointe vers le fond. Donc, cette expression... le D, c'est des collinaires B. Voilà. Donc, on va écrire une simple multiplication. Et alors, attention, vous avez là un vecteur Uθ qui pointe vers le fond, et vous avez un vecteur ds qui pointe vers nous, hein, puisque le contour est orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc il y a un signe moins entre les deux. Donc, le signe moins, je vais le sortir tout de suite de l'intégrale et je vais écrire moins intégrale double parce qu'on intègre sur une surface, moins b de r fois ds, avec la norme de b de r qui est écrite au-dessus. Comme ils sont collinéaires, vous retirez les vecteurs. Voilà, puisque vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires mais de sens opposé. ds pointe vers nous parce que le contour a été orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, donc c'est la règle du tire-bouchon. Par contre, dans cette expression, le Uθ il pointait vers le fond du tableau. Donc on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. D'accord, ouais. Si vous voulez, le petit vecteur surface ici, c'est ds fois un certain vecteur unitaire, je vais mettre n. Ce n, il pointe vers nous.
θ, il pointe vers le fond. Donc, quand on écrit B scalaire ds, c'est une certaine valeur algébrique B de R multipliée par le vecteur ds fois M. Et c'est ça. Cosinus entre alors, c'est B U θ, je vais l'écrire dans ce sens-là, B de R U θ multiplié par M ds. Ça, ce sont deux vecteurs unitaires qui sont opposés. U θ pointe vers le fond, M pointe vers le bout. Pour les scalaires, ça fait moins 1. Donc il reste moins B ds. Donc je réécris la même formule. La circulation du potentiel vecteur le long du contour bleu, c'est égal à moins intégrale de BDS sur toute la partie rectangulaire hachurée. Alors B ne dépend que de R. La surface, pour intégrer, je peux prendre deux variables qui sont R, la distance à l'axe rouge, et puis Z. On l'avait nommé C secondes, le contour. C secondes. Merci. Donc, c'est égal à l'intégrale pour Z allant de, on va dire, 0. Donc l'altitude 0, c'est ici. Z égale à 0. Et bien sûr, comme le petit rectangle il a une hauteur h, si je dis Z égale 0 en bas, c'est que Z est égal à h au-dessus. Donc Z allant de 0 à h. R, petit r allant de 0 à... Alors, à cette distance-là, alors comment je vais la nommer? Parce qu'il faudrait que je prenne une autre lettre que R. Je vais la nommer... Bon, je vais garder petit r, mais je vais intégrer, je vais dire que je vais intégrer pour une distance au centre, ρ, allant de 0 à petit r. Pourquoi je prends ρ? Parce que ρ, c'est aussi la lettre R en grec, bien sûr. Et donc j'intègre B de ρ. Alors B de ρ, ça nous fait. Alors peut-être la première intégrale déjà. Quand on intègre entre Z égale à 0 et Z égale à H, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que B ne dépend que de R. Si vous voulez, c'est les dz que j'intègre. Quand j'écris ds ici, ds c'est quoi? Ça va être sur le petit rectangle, c'est dr fois dz. Donc, je peux, si vous voulez, je peux considérer que ces deux variables sont indépendantes dans l'expression. Donc ça, c'est égal à l'intégrale pour z allant de 0 à h de dz que multiplie l'intégrale pour ρ allant de 0 à petit r de b de ρ fois dr, c'est-à-dire dρ. Je dis dr, mais en fait c'est dρ aussi. Voilà, là vous avez compris, ça fait h. Et il y a un petit moins. Et un moins. Voilà, ensemble, c'est du travail d'équipe. Donc, ça nous fait moins h fois intégrale de b de ρ dρ. On dira la cible. Pour ρ allant de 0 à petit r. Bon, donc cette circulation du potentiel vecteur, maintenant je peux remplacer le b par son expression, puisque on a déjà calculé. Donc intégrale pour ρ allant de 0 à petit r de b de ρ, donc on fait puisque là, c'est mu0 fois i fois ρ sur 2pi grand R au carré. Grand R, je rappelle que c'est le rayon du fil. dρ. Qu'est-ce qu'on peut sortir de l'intégrale? Tout sauf ρ dρ. Exactement. Qui est la valeur de cette intégrale? Rho carré sur 2. Alors, la primitive, c'est ρ carré sur 2. Ben, elle est prise entre 2. sur Voilà, elle est prise entre 2 carré sur 2, donc ça fait R carré sur 2. Il n'y a plus qu'à faire le résultat, donc ça nous fait moins, je vais mettre u0 devant, u0 i h sur 2pi grand R carré fois R carré sur 2, donc ça fait sur 4 au final. Bon, finalement, que vaut le potentiel vecteur? Là, si on revient à cette expression, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour cette circulation?
R multiplié par H égale moins mu 0 H. Bon, on voit tout de suite qu'on peut simplifier les H. Et on a l'orientation du vecteur A. On sait déjà qu'il est parallèle à Z. Donc, en gros, A est égal à moins mu 0i sur 4pi fois le rapport petit r sur grand R au carré UZ. Donc on a pris dans le mauvais sens. Alors, il n'y a pas vraiment de mauvais sens, hein, non, c'est... On aurait pu s'arranger pour que ce soit positif. On aurait pu prendre dans ce cas un axe Z orienté, il aurait fallu prendre un axe Z orienté vers le bas, sachant que le courant était quand même orienté vers le haut. Donc tout dépend de... Vraiment, c'est une histoire de convention. Et le vecteur A sera donc orienté à l'opposé du courant, ça c'est inévitable. Parce que B, on s'est arrangé pour ne pas avoir le signe de moins. Oui, mais une fois qu'on avait pris cette convention-là, on ne pouvait plus changer quoi que ce soit pour A. De toute façon, à partir du moment, c'est indépendant du champ magnétique, là, ce qu'on a trouvé là, à partir du moment où on a pris un axe Z dirigé dans le sens du courant, on s'aperçoit que A il est à l'opposé. Donc ça, c'est inévitable. C'est pas conventionnel. L'autre qui est négatif, en fait. C'est, voilà. Bon, alors attention, Après, tout cet ça... axe θ, on peut le prendre de telle manière à ce que B soit toujours positif. Oui. Parce qu'on aurait pu prendre θ dans l'autre sens. Oui, dans ce cas-là, B aurait été négatif. Donc du coup, notre A, il faut le redessiner, mais à l'inverse. Ça ne change pas le raisonnement. C'est, effectivement, il part vers le bas. Bon, je vous rappelle que de toute façon, le vecteur A, il y a une convention dedans. On a pris le vecteur A nul ici. Donc on aurait pu prendre un vecteur A non nul, orienté vers le haut au centre, et dans ce cas, vous ne pouvez pas dire a priori il n'y a pas de sens physique direct à l'orientation du vecteur A. Donc ça n'a pas tellement d'importance. Si. Ça paraît plus simple peut-être. Alors, attention, cette expression, est-ce qu'elle est valable partout, dans tout l'espace? Uniquement à Seulement à l'intérieur. l'intérieur du fil. Ah oui, uniquement à l'intérieur. Parce que là, on a fait une intégration limitée à l'intérieur du fil. Donc on va faire la même chose maintenant à l'extérieur. Alors, je résume, je laisse dans le petit tableau ici, à l'intérieur. Oui, tout à fait, il y a continuité. Alors, donc cette expression, comme elle est valable, y compris en petit r égale grand R, vous voyez, c'est assez simple. Le bord du fil, ça fait A égale moins mu 0i sur 4pi. On connaît sa valeur. Et juste, du coup, on n'a pas du tout utilisé B est égal à 21. Non, mais si on a le temps, je vais l'utiliser quand on fait l'exercice 5, on peut utiliser des relations locales. C'est que B était constant à l'extérieur du fil. Alors, constant, ça veut dire ne dépend pas du temps. Oui, il est constant parce qu'on fait de la magnétostatique. Il dépend de la longueur. Il dépend de la. Par contre, il n'est pas uniforme, voilà. Il dépend de la distance à l'axe du fil. Donc A va aussi dépendre de la distance. Oui. C'est bête, j'espérais pouvoir. Alors, on va sortir en pas cher. À l'extérieur, mettons, on veut calculer le champ magnétique avec le point P. Comme ça, je ne redessine pas. Donc, pour R strictement supérieur à grand R, supérieur au égal. Donc, par exemple, on a un point P à l'extérieur du fil. Je vais calculer A et point B.
Bon, ce que je sais, c'est que les arguments de symétrie et d'invariance ne changent pas, donc il est clair que on a le même genre de relation, on sait que A ne dépend que de R et est orienté à la verticale. Ça ne change pas. Donc j'aurai toujours la même forme pour mes contours. Le contour bleu que j'avais utilisé, je peux utiliser quelque chose d'équivalent à l'extérieur. Alors, si je dessine le même genre de contour, c'est-à-dire si je prends un contour qui part de l'axe de symétrie centrale et qui va jusqu'au point P, ça va m'obliger à calculer deux intégrales. Parce que j'ai une expression différente à l'intérieur, j'ai une expression du champ magnétique qui est différente à l'intérieur du fil et à l'extérieur du fil. Bon, donc ça c'est un petit peu lourd. Pour avoir une seule intégrale, on pourrait utiliser un contour qui ressemble à ça. Donc ce contour-là, je vais le faire en bleu et je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on ne confonde pas. C'est la même chose que la dernière fois, sauf que l'intégrale qu'il va prendre sur le fil, il faudra prendre moins mu0i. Voilà, exactement. Donc ça ressemble, on va écrire que la circulation de la sphère ça va être égal à quoi? Alors, on imagine qu'on décompose en 4 encore. Donc, alpha, bêta, gamma, delta. Epsilon, eta, θ, zeta. Ouais. Alors, oui, je vous écoute. Epsilon, eta. Le contour, là, ne le centrez pas sur C. Non, justement, je ne le centre pas. C'est ce que vous voulez dire? Je ne le fais pas passer par l'axe de symétrie, c'est ça? Vous ne le centrez pas par rapport au cercle C, là? Ah non, je sais pas. Si vous voulez, il peut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ça change absolument rien. Voilà, j'ai pas besoin que ce soit centré, puisque de toute façon, le potentiel vecteur a la même valeur partout le long d'une ligne verticale. Donc ça pose aucun problème. Alors, epsilon, eta, le zeta, là j'ai un trou, ça ressemble à ça, zeta. C'est ça, oui, ça ressemble à rien. Zeta et θ. Voilà. Ça, on aura révisé l'alphabet grec. Bon, sur quelle partie peut-on dire que cette circulation est nulle? Eh bien, il est nul sur les faces du dessus et du dessous. Exactement. Alors, c'est pas vraiment des faces, parce que c'est un fil, hein, donc, sur les segments inférieurs et supérieurs horizontaux. Donc, il reste uniquement l'intégrale entre θ et zeta de A scalaire et l'intégrale entre θ et epsilon. Et on la connaît, exactement. Donc, on sait que... Là, c'est moins mu0i sur quelque chose. Oui, sauf que regardez le sens de parcours. Si on prend le même sens des parcours, comme ça, sens inverse du début d'une montre, ou sens trigonométrique direct. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Regardez l'orientation du vecteur dl, c'est vers le bas. Et A, il est orienté vers le bas, suivant moins uz aussi. Donc on a une expression relativement simple. A scalaire dl, ça nous fait donc mu0i sur 4pi fois petit r, fois grand R fois grand R au carré. Hein, donc, juste mu0i sur 4pi, puis les signes moins, il n'y a plus de signes moins. Parce que les deux vecteurs là, ils ont la même orientation. C'est-à-dire que moins uz et le vecteur dl sont tous orientés vers le bas. Donc, que multiplie la hauteur de ce petit rectangle orange? Alors, voilà, H'. Je sens que vous savez bien improviser maintenant l'introduction de lettres. C'est important de savoir paramétrer. Bon, il nous reste A scalaire dl de l'autre côté. Alors, on ne connaît pas la valeur de A. Par contre, comme on sait que c'est la même valeur partout le long de ce petit segment, alors on peut sortir ça de l'intégrale. Et on va dire que c'est égal à A de R. Vous ne le représentez pas, on sait Bon, que c'est sur... voilà, j'imagine, là, je compte positivement vers le haut, hein, donc c'est A de R multiplié par... donc R c'est quoi? C'est la distance hein, que j'avais introduite au départ, j'ai un petit peu effacé
R, c'est la distance entre l'axe de symétrie et ce segment-là. Donc A de R multiplié par la hauteur H'. Bon, la somme des deux, ça doit être égal au flux du champ magnétique à travers la surface orange. Alors, c'est comme tout à l'heure, le flux du champ magnétique, donc c'est l'intégrale de dimension de paramètres, intégrale de B scalaire ds. Même orientation tout à l'heure, puisque mon contour a été choisi dans le sens trigonométrique direct, cette intégrale fait intervenir un petit vecteur ds qui pointe vers nous. Alors, que vaut B à l'extérieur? On a sur l'expression ici. Alors, je résume, ça nous fait A de R plus mu0 i sur 4pi fois H' est égal. Bon, bah tiens, je vous laisse calculer. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez l'expression de B maintenant. L'expression de B qui compte, c'est celle-là, parce qu'on est à l'extérieur du fil. Donc il faut intégrer une expression en 1 sur R. Ça sort d'où votre mu0 i sur 4pi h'? C'est l'expression qui est là. Alors ça, je vous rappelle qu'entre epsilon et θ, la distance à l'axe de symétrie rouge, c'est grand R, justement. Là, entre θ et epsilon, je suis en train d'intégrer le long de ce segment-là. Tous les points de ce segment sont à la distance grand R de l'axe de symétrie. Donc, j'ai le droit de reprendre cette expression qui est valable jusqu'à petit r égale grand R. En faisant petit r égale grand R, ça se compense, et va juste moins mu0i sur 4pi. Moins mu0i sur 4pi fois plus z. C'est-à-dire c'est un vecteur qui pointe vers le bas. Mais dl pointe aussi vers le bas dans ce segment. Bon, donc l'intégrale ici, qu'est-ce que c'est? On a toujours l'intégrale sur z. Z égale, bon, je vais prendre de la même façon, z allant de 0 à h' cette fois. J'ai changé l'origine de z, ça change absolument rien. Fois intégrale pour petit r, non, je suis obligé de prendre une autre lettre, petit ρ allant de grand R à petit r, voilà, de B scalaire ds. Donc, B, son expression, j'ai dit c'est mu0 aussi sur 2πr. Sur 2πr. B est t suivant uθ. Mon vecteur ds, lui, à cause de l'orientation du contour, il doit pointer vers nous, donc il y a un signe moins encore qui apparaît, et c'est multiplié par ds. Alors ds, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est dz fois do. Voilà. Et puis j'ai oublié de changer la lettre aussi à l'intérieur. Il faut mettre un petit ρ. C'est affreux le moins, une fois sur deux, c'est sûr. Quoi. Oui, il faut se relire, il faut que ce soit cohérent. Après, c'est vrai que vous voyez, si on y a pensé sur la première façon, là, l'intérieur, l'extérieur, on ne l'a pas, on va tiquer quoi. Mais si on continue avec l'autre, on est foutu. Différencier un 15 et un 18,5 sur une copie. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut sortir de l'intégrale? Évidemment, tout ce qui est constant, donc moins mu0i sur 2pi. J'espère qu'on n'aura pas ça, parce que je n'ai pas eu ça. L'intégrale des dz, qu'est-ce que ça va nous donner? H'. Et il reste à intégrer juste des ρ sur ρ. Ça fait moins 1 sur ρ. Non, ça fait ln de ρ. Ah. Voilà, effectivement, cette intégrale, ça fait E garde de ρ. Ça, c'est la moitié comprise entre petit r et grand R. Non, je ne sais pas sur vous, mais sur ce que j'ai mis arrière. Bon, donc au final, ça nous fait moins mu0i h'
sur 2pi, ln de R, ln de petit r moins ln de grand R. Ça s'appelle aussi ln de petit r sur grand R. Voilà, bah c'est fini. Maintenant, on n'a plus qu'à lire le début et la fin, et on a l'expression de A. Le début et la fin de l'équation. Ça, et ça. On en déduit, à l'extérieur donc, A de n est égal à, je simplifie par h' bien sûr, ça nous donne moins u0i sur 2pi ln de petit r sur grand R moins u0i sur 4pi. Faire, et comme on a l'orientation, il y avait ADR égale moins u0i sur 4pi que multiplier 1 plus 2 le petit r sur grand R et le tout est orienté suivant z. Donc, dans cet exercice, pour résumer ce qu'on a utilisé, finalement, ça tient là, dans cette ligne. C'est la circulation du potentiel vecteur qui est égal au flux du champ magnétique. À travers le même contour, bien sûr. Bon, donc, il y a deux autres façons, a priori, de calculer le potentiel vecteur qui peuvent être plus compliquées. Hein. Des fois, c'est vous partez éventuellement de la définition B égale rotationnel de A. Ça ne définit pas d'ailleurs seulement une expression du potentiel vecteur, hein, parce que le A est défini à un gradient près, gradient de toute fonction de l'espace près. Vous avez aussi l'application possible de l'expression mu0 sur 4pi fois intégrale de j de taux sur R sur tout le volume parcouru par un courant volumique. Voilà, ça peut se faire aussi. Et puis vous avez aussi, il y a aussi l'équation de Poisson pour A. Ça, on ne va pas faire d'exercice avec ça, mais peut-être je vous la donne quand même. Vous vous rappelez ce que c'est l'équation de Poisson en électrostatique? C'est Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0. Alors, on n'a pas fait d'exercice exploitant cette relation-là. C'est pas toujours compliqué, mais bon, ça n'est nécessaire que pour des situations un petit peu plus complexes que celles qu'on a faites. L'intérêt, c'est que il y a beaucoup de méthodes de résolution mathématique d'une équation du type Laplacien égale quelque chose de connu. Alors ça, on sait bien résoudre mathématiquement. Même si c'est des méthodes qui sont un peu compliquées mathématiquement, ça marche bien, c'est résout dans pas mal de cas. Bon, il y a des cas où c'est tout simple, hein, par exemple, à l'intérieur d'un condensateur, à l'intérieur d'un condensateur plan, l'intérieur c'est du vide, ou un isolant qui est non chargé, donc ρ est égal à 0, donc ça fait Laplacien est égal à 0. Il y a pas mal de cas où c'est extrêmement simple, Laplacien égale à 0. Par exemple, dans le cas où vous avez un condensateur plan, on aurait pu partir de ça. Hein. Regardez, dans le condensateur plan, vous avez, bon, pour des raisons de symétrie qu'on a déjà rappelé, le champ électrique il est orienté comme ça. Donc, quand on résout cette équation delta V est égal à 0, vous avez un potentiel qui est fixé au-dessus, je vais l'appeler V+, un potentiel qui est fixé en dessous qui s'appelle V-. Laplacien est égal à 0. Ça veut dire simplement qu'on a une évolution linéaire, même pas besoin de parler d'eux, on a une évolution linéaire du potentiel électrique. Hein. Parce que Laplacien, qu'est-ce que c'est? Quand on a un problème qui ne dépend que d'une dimension z. Le Laplacien, vous vous rappelez ce que c'est? C'est un tableau au carré. Voilà, c'est la dérivée seconde en fait. Hein. Le Laplacien, c'est d de v sur dx2 plus d de v sur dz sur dy2 plus d de v sur dz2. C'est ça le Laplacien, hein, en coordonnées cartésiennes. Alors quand vous avez un problème qui dépend uniquement de z, les deux premières
expressions elles sont nulles. dV sur dz2 égale à 0. Ça veut dire dérivé de v par rapport à z, je peux même mettre des d droits parce que finalement il y a qu'une seule variable ici. dv sur dz égale à constante. Et finalement, v égale cette constante, je peux l'appeler c, mais je peux aussi l'appeler moins e, parce que je vous rappelle que e c'est moins gradient de v. Et donc ça nous fait v égale, dv sur dz égale moins e, ça nous fait v égale moins ez plus constante. Et la constante, ça va être v moins 1. Oui, donc ça peut être très rapide. Ça s'appelle une équation de Poisson. Équation de Poisson pour le potentiel vecteur. Alors, donc il y a aussi une équation de Poisson pour le. Ça, c'est une équation de Poisson pour le potentiel scalaire, le potentiel électrostatique. Alors, l'équation de Poisson pour le potentiel vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est, vous prenez, on parle de rotationnel de B égale mu0j. B, c'est le rotationnel de A. Donc ça fait rotationnel de A. Quelle est l'expression qui vous manque? C'est mon notation de B. Je ne sais plus où c'était, mais c'était quelque part. Mais en fait, c'est parce que je cherche en manipulatif. La notation, c'est ça. Dérivée seconde. C'est la somme des dérivées secondes selon toutes les directions. Du coup, vous faites un résumé c'est les formules initiales, c'est ça? Je vous montre quelque chose qui est une parallèle de ça, une équation de Poisson aussi pour le potentiel vecteur. D'accord, attendez, je vais noter, je vais faire un petit tableau. L'équation de Poisson pour le potentiel électrique, ça vient du E égale à ρ sur epsilon 0. Et E, c'est moins le gradient de V. Et 10 de grade, ça fait Laplacien. Donc ça fait moins Laplacien de V égale à ρ sur epsilon 0. Et c'est divergence de moins de gradient, c'est Laplacien. Divergence de gradient, c'est Laplacien. Oui, bon, j'étais trop loin de pouvoir comprendre. Oui, donc comme je vous dis, moi je ne peux pas vous faire d'exercice avec cette version-là. C'est juste comme ça pour information, si ça vous retombe dessus un jour. J'ai entendu parler de ça. C'est dans les cas les plus compliqués, ça s'utilise ça, dans les problèmes un peu plus compliqués. Parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui se sont intéressés à cette équation qui intervient dans pas mal de domaines de la physique, pas seulement en électrostatique. Et en plus, ça, on en connaît la solution. Parce que la solution, c'est le potentiel, l'expression du potentiel qu'on a vu dès le début. Alors je reviens à ça, pour faire juste le parallèle, même si on n'utilise pas, pour que vous sachiez qu'il y a aussi une équation de Poisson pour le potentiel vecteur. Donc je pars de cette expression qui découle de la loi de Biot et Savart, et je remplace B par rotationnel de A. Et alors là, il y a un petit peu d'analyse vectorielle horrible, c'est juste une formule, mais vous n'avez pas à connaître. C'est gradient de divergence moins Laplacien de A. Or, dans la jauge de Coulomb, on a pris divergence de A est égale à 0. C'est un choix. Je vous rappelle qu'on avait un choix sur le potentiel vecteur parce que A est défini un gradient près. Donc, on avait le droit de choisir div de A égale à 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste. A intégral égal à rote de Il reste, si vous regardez, c'est à cette expression-là, le moins delta A, c'est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. C'est égal donc à mu0j. Voilà. Donc cette expression, voilà, je vais écrire juste ça. Ça veut dire que le Laplacien de A, c'est moins mu0j. Ça ressemble à ça. C'est l'équation de Poisson pour le potentiel vecteur. Là, on peut calculer directement le potentiel vecteur à partir d'une expression. Mais c'est. Gradient de I égale 0? Non, c'est rotationnel de rotationnel égale gradient de divergence moins Laplacien. C'est pas facile à retenir. Mais si vous voulez, c'est une équation. C'est un truc utilisé fréquemment ou pas?
si vous continuez à faire de l'électromagnétisme, oui, parce que par exemple, tout ce qui est onde électromagnétique est très souvent intervenu dans cette relation. Alors, on le retient, hein, quand on se sert de ça, on retient rod de rot égale grave de big moins delta. Donc c'est plus pour la suite, hein, je vous dis ça pour la suite, mais nous on ne va pas l'utiliser. Simplement, si vous continuez en électromagnétisme, notamment si vous faites de l'induction, vous aurez plus d'utilité pour A, et si vous faites, vous parlez d'ondes électromagnétiques, là oui, ce genre de relation, vous l'utilisez plein de fois. Donc on a un cylindre creux infini. Alors je vais le dessiner de profil. Rayon intérieur A, rayon extérieur B. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'application des invariances et symétries? C'est pas que tout à l'heure. Exactement. C'est exactement la même conclusion que tout à l'heure. Donc, invariance par translation le long de Z, invariance par rotation autour de Z. Donc, ça nous dit que le champ magnétique ne dépend que de la distance R au centre. Et puis, pour finir, symétrie. Le plan du tableau est un plan symétrique, donc B est perpendiculaire à ce plan, il est orthoradial. Donc la conclusion, voire l'exercice précédent, c'est que B ne dépend que de R et est orthoradial. Alors, dans cet exercice, on nous dit d'utiliser rod de B égale mu 0J. On peut le faire autrement. D'ailleurs, si vous voulez, on va le faire autrement après, pour vérifier. On peut le faire avec le théorème d'Ampère. Alors, regardez l'expression qui est donnée. Bien sûr, comme on a un problème à symétrie cylindrique, on a intérêt à utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, regardez l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques qui est donnée dans l'énoncé. Quelles sont les composantes qui sont Dont on n'a pas besoin. qui sont nulles, voilà, dont on n'a pas besoin? On sait que si vous P regardez, n'est que suivant θ, Voilà. le reste on dégage. donc ça c'est ce qu'on appelle la composante B indice θ. En fait, on peut enlever tout ce qui ne voit pas de θ. B c'est juste Bθ, Uθ, et Bθ ne dépend que de R dans cette expression. Donc dites-moi dans ces circonstances-là, à quoi se réduit le rotationnel de B? Rotationnel de B, c'est d rond B de R sur d rond Z, Uθ. Ah non, c'est moins d rond Bθ sur d rond Z UR. Vous, D rond Bθ sur D rond Z. À 0. 0, puisque Bθ ne dépend que de R. Ah oui. C'est juste la composante là en fait. 1 sur R, d rond R de Bθ sur R. Voilà, c'est ça. Donc 1 sur R, dérivé par rapport à R, donc de R Bθ. Voilà. Et ça, c'est suivant UZ. Alors, heureusement que c'est suivant UZ, parce que I étant toujours dirigé vers le haut, J est aussi dirigé vers le haut, c'est-à-dire suivant Z. Donc ça colle. Donc toutes les autres composantes sont nulles. Si vous prenez BZ, BZ est nul, puisqu'il n'y a qu'une composante suivant Bθ, donc il y a toutes les composantes BZ, il n'y a pas besoin de les dériver, elles sont nulles. Et puis, bon, comme il y a la seule composante Bθ, il faut se demander, Bθ on dérive par rapport à quoi? Si on dérive par rapport à Z, ça fait 0, hein, puisqu'il y a invariance par translation le long de Z. Donc il reste uniquement cette composante. Ça? Bon, alors maintenant on applique ça dans les trois domaines. Alors commençons par le centre. On se place à une distance petit r inférieure à A. Donc on est à l'intérieur du cylindre creux. Donc je l'écris ici. Pour R inférieur ou égal à A. Que vaut la densité du courant volumique? Que vaut le courant volumique J?
J, c'est la section. Regardez bien le schéma ici, le J cylindre fois creux. S. Je le représente de profil. C'est là, c'est dans cette zone hachurée que passe le courant. De 0. Voilà, donc le courant volumique à l'intérieur du cylindre creux, il vaut 0. Le courant ne passe que dans Ah oui, d'accord, oui. dans cette partie cylindrique. Hein. D'accord. On est dans le trou central, il ne passe rien à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a 0, J égale 0 à l'intérieur. Donc l'expression se réduit à rotation d'ingénieur est égale à 0. Et je reprends bien sûr l'expression qu'on a sous les yeux, c'est donc ça qui est égal à 0. Si ça est égal à 0, il est clair que ça nous fait dériver par rapport à R de R de θ est égal à 0. Par contre, une constante qui apparaît après. Ça veut dire que R de θ est égal à une constante. Donc je l'appelle C. Donc ça veut dire que Bθ est égal à C sur R. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution? C'est une constante donc, qui apparaît mathématiquement. Il faut toujours se demander si l'expression sur laquelle on tombe mathématiquement a une solution. À quelles conditions elle a une solution? Et notamment quand on a une expression comme ça, il y a un truc qui doit sauter aux yeux, c'est en quel endroit ça pose problème cette expression? Quand Quand R égale à 0, là. Voilà, quand R tend vers 0, ou quand R égale à 0. Visiblement, ça ne colle pas. Donc ce que dit ce raisonnement, c'est que à partir de là, R de θ est égal à une constante C qu'on ne connaît pas. Si C est différent de 0, on a une divergence en R est égal à 0. Donc divergence diverge vers plus l'infini, vers l'infini, tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, si c'est différent de 0. Conclusion? Comme il ne peut pas y avoir de divergence du champ magnétique, conclusion, c'est que c'est égal à 0. Voilà. C'est égal à 0. Et donc Bθ est égal à 0. Mais Bθ est la seule composante du champ magnétique, voire l'expression de base. Donc finalement, à l'intérieur, B est égal à 0. Le champ magnétique est nul partout à l'intérieur du cylindre creux. Ça diverge, pourquoi plus l'infini? Ça diverge. Si c'est différent de 0, que ce soit négatif ou positif, quand R tend vers 0, c'est sur R tend vers plus ou moins l'infini. Vous êtes d'accord? Si c'est égal à 1 sur R tend vers plus l'infini. 1 sur X, d'accord, vers 0. Si c'est égal à moins 1, on ne peut pas simplement dire qu'on ne peut pas diviser par 0, donc il faut que la constante soit nulle. oui, voilà, si vous voulez. Tout à fait. Bon, donc ça y est, on a traité comme ça le cas du cylindre intérieur. Alors maintenant, on se place dans l'intérieur du matériau parcouru par un courant. Donc je vais reprendre la même lettre, petit r pour la distance au point qui m'intéresse, parce que sinon je serais obligé d'introduire encore une troisième lettre après. Donc deuxième cas, pour R compris entre A et B. Bon, on a un courant homogène, donc c'est quoi? On écrit que rotationnel de B égale 0J. Alors le J, c'est facile à calculer, on pourra l'exprimer après, je vais l'écrire quand même. Bah, c'est la section de l'un par la section, il va falloir que mettre J. J multiplié par la section du tube creux, ça va faire l'intensité. Voilà. J fois S égale I. Bon, alors vous connaissez le. S, donc la surface c'est à pi carré, donc c'est pi C'est B carré moins pi A carré. Voilà, on les appelle A et B, justement, directement A et B. Hein. Donc ça fait. Pi B carré moins pi A carré. Voilà. Donc on a l'expression de J si on la veut. Pour l'instant, on peut la laisser J parce que c'est pas trop compliqué de l'écrire comme ça. Donc ça fait I sur pi
pi fois b carré moins a carré. Je mets ça pour la fin. À la fin, on remplacera j par son expression. Bon. Cette fois, donc, on écrit que partout à l'intérieur du tube, conducteur, rotationnel de B, donc on a dit dérivé par rapport à R de R de θ, est égal à mu0j, qui est la constante qu'on a écrite alors. Il faut résoudre ça. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait? On peut dériver R de θ par rapport à R. Oui, ben c'est pas le plus simple. Le mieux, c'est de faire passer le R là-bas déjà. Donc, je vais j'encode. Dérivé par rapport à R de θ égale mu0jr. Donc, c'est la dérivée d'un machin qui vaut mu0jr. Le machin qui est à l'intérieur, il vaut donc quoi? 1 demi de u0j. Voilà. C'est utile. 1 demi de mu0jr carré. C'est la seule possibilité? Plus une constante. Plus une constante. Bon, j'avais écrit C, je vais changer de lettre, je vais faire plus B. Non, B, c'est pas terrible, c'est champ magnétique. Plus K. Donc, ça y est, on a une expression de. On a une expression de bθ. Donc, je le simplifie par R. 1 mu 0jr plus K sur R. Alors cette fois, il n'y a plus de problème de divergence parce que R ne peut pas être égal à 0 puisqu'on est forcément entre A et B dans cette expression. Par contre, ce qu'on doit vérifier, puisqu'on a encore une distribution courant en volume, on doit vérifier que le champ magnétique il est continu. Alors, donc R égale à 0. on connaissait notre expression du champ magnétique ici. Qu'est-ce qui vaut le champ magnétique sur le bord? Il vaut 0. D'accord? Donc on doit vérifier continuité du champ magnétique pour cette distribution volumique de courant. Donc attention, ce ne serait pas forcément vrai pour une distribution surfacique de courant. Mais la réalité physique, c'est volumique. Le B est continu. Continuité de B, donc en R, égale petit a. On sait que on avait trouvé 0, donc ça fait 0 égale 1 de mu0ja plus K sur A. Et donc on a K, et donc égal à moins 1 de mu0ja au carré. Et donc finalement, on a B qui vaut 1 de mu0jr plus K sur R, c'est-à-dire plus 1 demi de mu0j au carré sur R. On peut essayer de regrouper un peu. Il y a un moins. Oui, il y a un moins, c'est. Pardon, voilà, moins ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut regrouper? 1 demi mu0j. 1 demi mu0j, facteur de R, moins A carré sur R. Voilà, on vérifie a posteriori la continuité, parce que si vous faites R égale petit a, ça fait A moins A. Voilà, par exemple. Petit r égale à Dans cette expression, vous faites petit r égale A, ça fait A moins un carré sur A. A moins A, ça fait 0. Si petit r égale à Et en même temps, Ah oui, alors je suis d'accord. donc ça on va le noter peut-être ici. On a trouvé que B est égal à 1 demi de J. Petit r moins un carré sur R. On a avec J égale ça. À l'extérieur, il n'y a pas de courant non plus. Rotationnel de B est égal à 0. Donc on a une expression analogue à la première. On dit que R bθ est égal à une constante. Bon, j'avais C, je vais mettre ce que j'appelle C' cette fois. Bθ est égal à C' sur R. Et maintenant, je vérifie la continuité en R égale B. Je
je dois avoir en R égale B l'expression précédente prise pour R égale B, c'est-à-dire 1 de U0J facteur de B moins A2 sur B qui doit être égal à C' sur B. Qu'est-ce que vous avez appelé ces primes? C', c'est la constante qui apparaît ici. Ouais, c'est bien. Donc ça y est, j'ai la constante C', donc j'ai l'expression de Vθ pour R supérieur à B. On obtient B est égal à C' sur R, c'est-à-dire ça fois B sur R. Donc 1,5 de mu0 J fois B carré sur R moins A carré sur R. Donc j'aurais pu sortir le R. Je vais le mettre en facteur de 1 sur R. 1 mu0 J sur R fois B carré moins A carré. Voilà, fois Uθ. Et avec J donné par cette expression en fonction de I. Puis bien sûr, toujours R inférieur à A, on a dit tout à l'heure que B est égal à 0. Voilà, tout est résultat. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est on vérifie tout ça avec le théorème d'Ampère. Je vous laisse démarrer, voir si, si vous arrivez à le commencer tout seul. Il faut qu'on fasse les 3 cas du coup. Et alors les 3 cas, oui. Alors déjà, le théorème d'Ampère. Je vous rappelle que ça commence par symétrie invariance. On l'a déjà fait. Vous connaissez l'orientation du champ magnétique, vous savez qu'il dépend que de R. Donc dans le premier cas, si vous y pensez bien avec un peu de recul, on peut le faire de tête le premier cas. Ouais. 0. Voilà, 0. Donc dans le premier cas, on a fait des choses qui ressemblent. Dans le premier cas, si vous voulez appliquer le théorème d'Ampère, vous allez appliquer sur un petit cercle perpendiculaire à l'axe Z et passant par le point P en question. Or, quand vous appliquez le théorème d'Ampère, vous écrivez que la circulation du champ magnétique le long de ce contour que je viens de tracer en jaune est égale à mu0 fois le courant enlacé. Mais le courant enlacé, c'est 0 puisque à l'intérieur, il ne passe aucun courant. Et d'autre part, B étant orthoradial et ne dépendant que de la distance au centre, ça c'est égal à B fois 2 pierre. B fois 2 pierre est égal à 0, donc il est clair que ça fait B est égal à 0. Et on trouve le premier. Alors écrivez-le, maintenant c'est là que c'est un peu plus difficile. Donc tenez, intermédiaire, qu'est-ce que vous en pensez pour R supérieur à B? Il ne dépend que de R. Ça c'est sûr parce que pour ce qu'on a dit au départ sur l'invariance de symétrie, ça tient toujours. Donc imaginez votre point P, il est maintenant ici, c'est un point P orange. Qu'est-ce qu'on prend comme contour? Attendez, le cercle qui passe par C et qui a pour centre. Il n'y a pas de C, il y a un P. P, Oui. et qui a pour centre l'axe Z. Voilà, et qui est perpendiculaire à l'axe Z. Cette fois, qu'est-ce que ça donne à la circulation B? D'après le théorème d'Ampère, ça fait Ah oui, B de pied. Ça fait B fois 2 pierres, et c'est d'accord. Et c'est égal, d'après le théorème d'Ampère, 0. ah non. Ce qui compte dans le théorème d'Ampère, c'est le courant qui est enlacé par. Oui, il y en a un. Il y en a un, et c'est. Oui. C'est C'est I, tout simplement, c'est tout I. D'accord. Donc c'est du 0I. Donc on trouve à l'extérieur B égale mu0I sur 2 pierres. Alors, on peut dire que ça c'est bizarre, c'est pas tout à fait ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Oui, mais I,
expression qu'on a obtenue tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas finalement se dire que c'est la même chose? Regardez bien. Là, il y a mu0 j fois machin, et j, c'est ça. Aussi, ça C'est la marche. même chose. Bon, alors, le cas un petit peu plus compliqué à écrire, et sur le principe, ça va être la même chose, c'est quand R est compris entre A et B. Dans ce cas, la première partie, somme de dBl, circulation du champ magnétique. Bien sûr, on va, encore une fois, on va intégrer sur un cercle qui passe par le point P en question. Un cercle d'axe Z. Donc somme de dBl, ça va être encore 2 fois 2 PR. C'est un peu toujours comme ça à l'intérieur. Et c'est égal à mu0 fois quel courant? J'appelle toujours R, dans tous les cas, j'appelle R la distance entre le point P qui m'intéresse et l'axe Z. En fait, là au-dessus, là, c'est pour R compris entre les deux, c'est pas simplement. Ah, en fait, Au-dessus, c'était pour R supérieur à B, on est à l'extérieur. Ah, c'est ce qu'on est en train de faire, d'accord. Non, ça c'était ce qu'on était tout à l'heure en train de faire. Maintenant, je suis en train de faire ça. Je prends un R qui est compris entre A et B, c'est-à-dire que je me place en un point P comme celui-là, en bleu. Oui, pour des raisons pédagogiques, j'écris les intégrales de la même couleur que le contour correspondant. Bien fait, hein. Donc, oui, pour se repérer, donc, le bleu, là, le contour bleu, il est à l'intérieur du conducteur. Donc, toute la question, c'est, on peut toujours écrire mu0i enlacé, si vous voulez, mais donc ce courant qui est enlacé qui est entouré par le cercle bleu, comment est-ce qu'on peut l'exprimer en fonction du courant total? Le I enlacé est égal à I fois B sur A au carré. Non, parce qu'il doit dépendre de R. Regardez, Ah non, c'est B sur R au carré. plus R est grand, plus le courant enlacé est important. D'accord. Et à la limite, quand R est égal à B, on doit retrouver tout le courant I. Donc, comment calculer ça? Il y a deux façons. On peut calculer, on peut exprimer J, d'ailleurs on l'a déjà fait, et on va dire que I enlacé, c'est simplement J fois la surface qui est la surface du conducteur qui est enlacée. C'est-à-dire la surface qui est comprise entre les rayons A et R. D'accord? Fois S, je vais noter S, A, R. Donc c'est la section comprise entre les rayons A et R. Donc cette section c'est quoi? C'est l'expression en fonction de la R. C'est pi facteur de A carré. Alors A c'est plus petit. B carré. Pas B, pardon, c'est entre A et R. R carré R carré moins moins A A carré. carré. Voilà. Donc, bon, bah, J est au-dessus, hein, donc ça nous fait I fois, les pi se simplifient et il reste R carré moins A carré sur B carré moins A carré. Bon, il n'y a plus qu'à conclure. Et il me fait B égale mu0 sur 2 pi R qui multiplie donc ce courant enlacé, donc I fois R carré moins A carré sur B carré moins A carré. Et ça, je peux encore le mettre autrement. Ça nous fait mu0i sur 2R facteur de R carré. Je vais écrire le i, je vais le mettre après. Donc, facteur de R carré moins A carré, facteur de I sur B carré moins A carré, et il y a un pi aussi, je vais le mettre avec ça. Un demi de mu0j. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais non, c'est la même chose. En fait. C'est marrant, c'est pas la même écriture, quoi. Voilà, on transforme un peu, on trouve la même chose.
Donc quand on trouve deux fois la même chose par deux méthodes différentes, on peut affirmer de manière péremptoire que c'est bon. C'est un petit peu plus compliqué, quand même, le théorème d'Ampère. Ah, vous trouvez? Parce que l'autre, il y a quand même des différentiels. En général, ça fait peur, les dérivés partiels. Ah, moi, je peux pas. L'autre méthode, Ah, c'est l'inconvénient qu'il faut penser à partir de. On ne peut pas en calculer un tout seul, quoi. Je vous propose le numéro 4, c'est assez rapide. Ça a l'air compliqué, le numéro 4, mais en fait, c'est le plus court. C'est le plus court de toute la liste. De quoi torique? Un tore, c'est un pneu, en fait. Une chambre à air. Ça ressemble à une chambre à air. Vous prenez une chambre à air, vous enroulez un fil dessus. Ouais. Si les explications jointives, c'est comme si on n'avait qu'un seul conducteur. Non, non, elles sont jointives, elles se touchent, mais c'est des fils électriques. Sur les fils électriques, il y a un petit vernis dessus qui rend isolant à l'extérieur. Hein. Quand les fils se touchent, C'est la mine en fait. ça ne fait pas un seul conducteur. D'accord. Bon, alors on veut juste le champ magnétique dans le plan médiateur, donc le plan qui s'appelle, je ne sais pas s'il a un nom, enfin le plan qui est perpendiculaire à l'axe delta, hein, qui est présenté sur la figure. Et donc les différents cas, c'est on a un point comme le point rouge, hein, donc situé entre O et le conducteur. Deuxième cas, on a un point comme le point jaune à l'intérieur du conducteur. Et troisième cas, on a un point comme le point bleu. Alors, si on se place, si on ne s'intéresse que à des points qui sont dans ce plan, dans le plan médiateur du tore, qu'est-ce qu'on peut dire, à votre avis, de l'orientation du champ magnétique? Est-ce qu'on est au cas bleu? Mettons enfin, peu importe, que ce soit le rouge, le jaune et le bleu, ils sont tous, ces points, ils sont tous dans ce plan-là. L'orientation, c'est Voilà. ça, il est dans ce plan. Il est dans ce plan. Alors effectivement, et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une symétrie par rapport au plan du tableau. Voilà. Le plan du tableau est un plan de symétrie. Prendre la feuille, prendre le tableau pour moi. Donc B est orthoradial. Bon, et puis d'autre part, dans ce problème, il y a une invariance. Par quoi? Par quelle opération? Si vous considérez l'ensemble du tore, Rotation. On fait tourner autour par du rotation point. autour de l'axe delta. Donc B ne dépend que de R, et au final, B, donc c'est fait comme ça, B de R, donc finalement comme dans le cas précédent. Donc quand on a une invariance comme ça, réflexe, on applique On perd. le théorème. Théorème d'Ampère. Donc d'abord pour le point rouge, c'est-à-dire pour une distance R inférieure ou égale à cette distance-là. Alors cette distance-là, c'est quoi en fait? En fonction de grand R et A. C'est grand R moins A. Voilà, grand R moins A. Qu'est-ce qu'il va donner le théorème d'Ampère? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de cet éclair? Il va donner quoi? Il va donner 0. En fait, c'est toujours 0 quand il n'y a pas de charge. Quoi. Donc, Alors, il y a des. Là, c'est pas il les n'y a pas de charges, courant, il n'y a c'est pas le de courant. Il n'y a pas de courant là, c'est. Il est à 0. En fait, c'est la même chose que Gauss. Gauss, quand il n'y a pas de charge, c'est 0. Voilà. Ampère, quand il n'y a pas de courant, c'est 0. Ensuite, pour, je vais faire en jaune, R compris entre R moins A, R plus A.
sûr, on va intégrer sur un cercle, hein, je ne le dessine pas le cercle, on intègre sur un cercle horizontal qui passe par le point jaune. Ok. Donc le tore élémentaire, il va nous donner, commencez à avoir l'habitude, 2πr fois b, puisqu'il dépend que de r, est égal à mu0 fois le courant enlacé. Alors c'est le seul moment là où il faut faire un petit calcul, réfléchir aux données. Quel est en fait le courant enlacé? Je vais quand même dessiner le cercle jaune. Alors mettons que le courant passe comme ça dans les spires, on va dire dans le sens des aiguilles d'une montre de ce côté-là. Ça voudrait dire que de l'autre côté, je vous rappelle que il y a l'autre partie du tore de l'autre côté. Je vais essayer de faire un truc à peu près symétrique. Donc on a le courant I qui sort comme ça. Alors je le prends comme ça parce que j'ai pris l'habitude d'imaginer les contours qui passent devant nous et qui part après vers le fond du tableau. Donc on va avoir un courant I qui sera compté positivement. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a comme courant enlacé? Si on regarde ça, si on regarde la figure de droite, finalement, vous voyez que qu'est-ce qu'il faut calculer? En fait, le courant I, vous voyez, il traverse toujours dans ce sens-là, partout. La question c'est combien il y a de fils en fait, tout le long de ce tore, combien il y a de fils qui traversent, qui rentrent à l'intérieur du contour jaune. Comment est-ce qu'on fait pour le calculer en regardant bien ce que dit l'énoncé? On vous dit que les spires sont jointives. Donc si elles sont jointives, elles sont forcément jointives du côté intérieur, parce que c'est à l'intérieur, du côté intérieur qu'elles sont plus serrées, les spires. Vous êtes d'accord? Oui. Donc comment on fait pour compter le nombre de fils, en fait, qu'on a pu bobiner sur ce tore, qu'on a pu embobiner? On prend le diamètre du fil, le rayon intérieur divisé par le diamètre du fil. Voilà, c'est ça. Enfin, pas tout à fait divisé par le diamètre, mais quand on regarde ça de haut, vous voyez, le point de contact entre tous les fils, il se fait sur un cercle de rayon. De rayon, de rayon R-A. R-A. Quel est le périmètre d'un cercle de rayon R-A? 2π R-A. Voilà. Donc le nombre de fils correspondant, c'est 2π facteur de R-A divisé par, qu'est-ce qu'on dit? Par le diamètre du fil. Voilà. C'est le seul vrai calcul qu'on fait dans cet exercice, c'est ça. Voilà le nombre de fils. Donc, comme tous les fils transportent le même courant I, parce que c'est le même fil en réalité, eh bien le courant total, c'est grand R fois I. C'est une bobine. C'est une bobine de fil. Un fil qui est enroulé partout de la même façon sur le tore. Donc c'est le nombre de tours, quoi. Oui, c'est ça, on peut dire le nombre de fois. Le nombre de fois qu'un fil traverse le contour jaune par l'intérieur. Donc ça y est, c'est le seul cas un peu. Et vous l'avez appelé I. Je vais appeler grand R fois I. I étant le courant traversant chaque fil. Donc ça fait B égale mu0 sur 2πr. Je multiplie 2π fois R-1 fois I sur 2. Bon, le dernier cas, est-ce que vous arrivez à le faire de mieux? On peut simplifier. Ah, ça on peut simplifier? Oui, par 2π, tiens. Dernier cas, pour... Ouais, de tête, je dois arriver. Ça doit faire 0. Oui, ça fait 0. Pour R, supérieur à R plus 1, c'est la fonction à l'extérieur. Bon, pourquoi ça fait 0 en données?
Parce que les tours de l'un s'opposent aux tours de l'autre. en fait. Exactement. Il y a n spire dans un sens, il y a n fil dans un sens, et il y a n fil dans l'autre sens. Donc mu0 fois n moins n. C'est le tout qui est enlevé. Donc au total, il n'y a pas de courant qui traverse le cercle que je dessinerai en bleu là, de la même façon. Alors je vous le refais avec le dessin. Si vous remplacez le cercle jaune par un cercle bleu, pour arriver jusqu'au point bleu qui m'intéresse ici, il faut compter le courant total qui traverse, mettons, vers le haut, l'intérieur du cercle bleu. À chaque fois que vous avez un fil qui part vers le haut, ici vous avez le même fil qui part vers le bas. Donc tous les courants se compensent. B est égal à 0, et donc clairement B est égal à 0. Il fait un peu peur au début de l'université. Oui, voilà, il fait un peu peur, mais alors, il n'y a que ça, voilà. Ça il faut le penser, quoi. Hein. Et si vous avez pensé à ça, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, j'y penserai. La première fois, j'y. Allez, on commence le dernier. On peut, là, en 5 minutes, on peut voir, en gros, comment il faut partir. Juste les idées. À votre avis, symétrie, invariance, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais Sur ça, notre c'est câble, on peut considérer qu'il est infiniment long. Oui, voilà. Donc on peut faire un petit peu. Mais c'est quasiment pas avec tous les autres. Exactement. Hein. C'est vrai que c'est tout le temps pareil. Hein. C'est tout le temps pareil. Bah, On a toujours des cylindres. Oui, bah, parce que, oui, alors la mise pour une. Oui, là c'était pas le dernier, c'était un tort. Mais on s'est placé dans un plan. Vous voyez, ça c'est- revient quand même. Voilà. On pourrait imaginer un truc sphérique et ça marche C'est pas. bon, on peut de dire, la même façon. ouais. Pas savoir dire. Ça c'est possible. Donc finalement, le champ magnétique, qu'est-ce qu'on dit? Bah, il va y avoir plusieurs cas. Il va y avoir le cas. Oui, non, mais symétrie invariance. Qu'est-ce qu'on dit? le champ magnétique Par rotation autour de l'axe du cylindre, Voilà. Et par translation de cylindre. Donc finalement, au total, le champ magnétique, il est il dépend de orthoradial. il est orthoradial, Et il dépend que de il dépend que de R. que de R. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs cas. Alors, par quoi vous. Quel est le plus simple à votre avis? Il y a deux cas qui sont extrêmement simples. Quand R, faisons vraiment le plus simple à mon avis, vous prenez, Là où c'est prenez un point Et où il y a à l'extérieur, partout. Tu prends un À l'extérieur, tout à l'extérieur. Bah, il va falloir Dans le la vide somme extérieur. les deux en fait, c'est tout. Ben regardez, il y a un courant I à l'intérieur, un courant moins I sur le câble Bah, extérieur. ça fait 0. Ah, bah, c'est bien, Ça, ça, c'est c'est les deux. bien, Voilà, c'est bien. donc un zéro. Allez. Maintenant, si vous êtes entre les deux câbles, à votre avis, qu'est-ce que ça fait? Il y a juste l'intérieur en fait. Ouais, donc le résultat, ça sera quoi en fait? Est-ce que vous arriveriez de... On a un truc style. Là, on va trouver I. Si à B l'intérieur, B égale. Est-ce que vous arriveriez à me dire comme ça de tête au résultat, si vous êtes à l'intérieur? si on est à l'intérieur de. Entre les deux. Entre les deux. Quand vous êtes à l'intérieur entre les deux, Ah, c'est mieux. Bah, voilà. À l'intérieur entre les deux, vous allez prendre un contour d'ampère comme ça. c'est la totalité de. Ah, 0. Donc tout ce qui compte. Ah oui, il y a un courant, c'est ce cas-là. il y a un courant I là. Et on le prend entièrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain d'ampère? On va trouver la d'habitude B fois B pi R est égal à. Mais 0, oui. Alors, c'est fini. Donc tout se passe comme si vous aviez un fil infiniment fin. Ah oui, c'est ça. Alors après, à l'intérieur si vous êtes à l'intérieur du conducteur intérieur, vous allez Ouais, ça prendre- c'est facile, ça, parce qu'en fait. Bah ça on l'a déjà. Surtout on l'a déjà fait, je dis pas que c'est Mais là, facile. pour On la l'a déjà fait. finale, Parce que de toute façon, on va faire I est égal à la surface faut calculer origine. I. Non, il est bien. Les deux. Ah, donc là, c'est bon, là, c'est fini, là, on a. Voilà. Là c'est fait, là c'est fait. Oui. Mais L'intérieur, là, en ça, fait, vous allez l'intérieur. dire que I Parce que là ce que est je égal à dis, c'est I qu'on fois l'a la déjà surface. fait. Voilà, c'est la proportion, il suffit de dire. Quel est le courant qui est ici? Bah, c'est juste une sorte de proportionnalité. C'est proportionnel à la surface. Je vous laisserai faire le truc. Et le seul cas où c'est un petit peu plus compliqué, c'est là. Parce qu'il faut tenir compte, quand vous faites Il y a la votre totalité théorème d'ampère, du premier voilà, plus
Une partie du deuxième. C'est ça. Non, avec un signe opposé pour le deuxième, parce que c'est moins I à l'extérieur. Au total, là, sur le deuxième, vous avez un moins I. Un câble coaxial, il remporte tout le courant aussi. Donc, il faut aller calculer, enfin, exprimer la proportion du courant extérieur là, qui circule dans l'autre sens. Vous voyez, donc il ne reste pas grand chose à faire. Donc, on va essayer de vérifier que vous y arrivez. Et voilà, un petit peu avant le DS, ou même le jour du DS, parce que c'est rapide. Donc, le mardi, là, hop, on corrige ça si vous voulez.